Je veux aussi reconnaître que ce que je vais vous présenter aujourd'hui sur fonde sur les principes éthiques pour la communication publique et ça a été préparé par OCIC et Andra Canada avec le soutien financier du gouvernement du Canada et avec l'aide d'un consultant. Et nous avons utilisé aussi l'expérience de plusieurs praticiens de l'Ontario et de tout le Canada. Merci à toutes ces personnes qui ont permis de préparer cet exposé. Ce travail que nous avons fait relève aussi d'autres principes du secteur de la coopération, à savoir le code d'éthique du CCCI et les principes donc d'efficacité et qui veulent aider les organisations et les praticiens à réfléchir. C'est l'occasion de relever les défis, d'étudier les problèmes, non seulement en faisant bien les choses, mais en faisant les choses qu'il faut. Alors, c'est un peu le ton de cet exposé. Alors, nous allons parler d'engagement du public très souvent. Alors, c'est la pratique qui consiste à appuyer, interpeller les groupes et les individus dans des cercles dynamiques d'apprentissage et d'action. C'est un processus transformateur qui vise à avoir des relations économiques, environnementales et sociales plus équitables. Et dans ce concept de citoyenneté globale, l'engagement du public développe la capacité de sollicitude et de s'engager activement sur le plan national et international pour bâtir un monde juste. C'est dans ce cadre que nous intervenons, contexte qui rejoint plusieurs personnes dans notre secteur. Ce travail se fait souvent en collaboration avec des organisations qui partagent les mêmes buts. Et c'est la nature mondiale de cette relation qui élargit notre portée. Il y a différentes organisations qui utilisent différents termes et qui n'ont pas nécessairement du personnel qui travaille à plein temps pour faire de l'engagement du public, mais toutes les organisations rejoignent le public de certaines façons. Cela peut être par les communications, par le développement, la sensibilisation, par l'éducation qui se donne à l'école en cherchant un appui financier ou en mettant les Canadiens en contact avec des organismes partenaires ou en faisant du plaidoyer pour changer les politiques. Et puisque toutes ces activités supposent qu'on développe des relations, des principes éthiques s'appliquent, ces principes sont des lignes directrices pour les organisations et les praticiens pour qu'ils fassent des choix éthiques dans leur comportement et leurs pratiques. Et comme il s'agit d'éthique, et comme il n'y a pas une seule façon de faire les choses, alors, mais ce que nous faisons ici n'est pas d'imposer des lois, mais d'inviter les praticiens des organisations à réfléchir et à prendre la responsabilité de leur façon de faire. Donc, il s'agit en général de bonnes pratiques. Il ne s'agit pas de savoir ce que le public doit faire, mais c'est plutôt la façon dont nous faisons notre travail d'engagement du public. Alors, ça, c'était un point préalable. Alors, les 6 principes éthiques que nous avons identifiés comprennent de respecter et de promouvoir les droits de la personne et la dignité de toutes les personnes, de pratiquer, de promouvoir l'équité et la justice, d'être transparent et véridique, de rendre des comptes à nos partenaires et au public canadien, de faciliter la collaboration et le partage des connaissances et de pratiquer une justice soutenable et durable. Alors, je vais me concentrer sur les principes 1, 4 et 5 et ma collègue Lisa du Conseil de l'Ontario donnera des liens à des activités que nous avons faites où nous avons essayé d'incarner ces principes. Donc, vous pourrez voir ça dans la boîte de clavardage. Ça va vous donner un aperçu plus complet. Dans le document auquel nous travaillons, il y a une trentaine d'exemples de ces 6 principes. Il y a des outils et des ressources que nous vous présenterons un peu plus tard ce printemps. C'est un document qui est encore en évolution, comme vous voyez. Le premier principe de respecter, de promouvoir les droits et la dignité de toutes les personnes. Alors,
Il s'agit que favoriser donc le récit, faire en sorte que les messages impliquent une participation active des personnes qui ont la plus grande expérience du sujet en respectant les lois et les protocoles internationaux par rapport aux personnes vulnérables, y compris la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Ça veut dire respecter les cultures sans s'approprier leurs coutumes, leurs traditions et leurs modes de savoir en utilisant des moyens corrects, des terminologies et des formules qui soient justes et équitables et en pratiquant cela avec une humilité culturelle qui tienne compte de la complexité des problèmes historiques. Cela suppose qu'on demande aussi aux gens quelle est la terminologie, le langage qu'ils préfèrent. Cela veut dire aussi obtenir le consentement éclairé pour utiliser des citations pendant les événements et après les événements. Cela veut dire aussi qu'on sache atténuer toute intervention, tout langage qui pourrait léser des personnes ou des communautés. Même chose dans le sens du matériel. Un de nos panélistes va en parler plus en détail, mais c'est certainement quelque chose qui demande réflexion. Cela veut dire aussi définir des responsabilités précises pour nos personnels, nos bénévoles et nos sous-traitants et avoir des politiques qui soient respectueuses et respectées par des personnes qui travaillent avec nous. Ça veut dire s'engager de façon concrète à embaucher du personnel, des bénévoles et des sous-traitants qui respectent la diversité de notre contexte social et les communautés où le travail se fait. Nous avons des exemples, il y en a plusieurs, mais Lisa va vous parler donc du cadre sur l'antifracisme pour le secteur de la coopération qui a été lancé récemment par Coopération au Canada et aussi des directives au niveau de la collecte de fonds. Le principe suivant, c'est sur la pratique et la promotion de l'équité et de la justice. Et on en trouve des exemples dans le choix des partenaires. Et le fait de travailler avec des communautés qui ont une expérience intersectionnelle vécue et qui représentent les groupes qui sont systématiquement sous-représentés dans notre secteur. Cela veut dire traiter nos partenaires internationaux de façon juste et égale pour qui bénéficient aussi de l'engagement du public. Intégrer l'analyse de genre et de pouvoir informée par une approche intersectionnelle à toutes les étapes du processus et faire en sorte que le travail soit pertinent pour ces populations, travailler de façon inclusive pour aider à corriger les barrières qui freinent la participation, offrir une indemnisation quand c'est possible et amplifier la voix des groupes qui sont sujets à une oppression systémique. Nous avons beaucoup parlé des pratiques que nous voulons corriger, qu'elles soient colonisatrices ou oppressives. Alors, cela fait aussi partie de ce travail. Et ensuite, le fait de rendre compte aux partenaires et au public, il s'agit de développer une relation de partenariat équitable en donnant aux partenaires, aux individus concernés la possibilité de participer activement à l'engagement et en utilisant judicieusement les ressources et le temps aussi, pour aller chercher des ressources, assurer une représentation diversifiée et faire en sorte que tout le monde participe au cycle d'engagement du public. Le sixième principe porte sur la facilitation de la coopération et le partage des connaissances, ce qui veut comprendre par exemple la collaboration avec nos partenaires à la base pour préparer les activités d'engagement du public, de décider ce qui serait mis en vedette, sur quel point nous voulons nous concentrer et leur donner un certain niveau de contrôle. Quant à la préparation, cela veut dire qu'on évalue, qu'on réfléchit sur nos façons de faire pour les améliorer, ainsi que nos programmes et nos politiques par des cycles d'apprentissage en mettant au centre les voix de la communauté, des premiers bénéficiaires et des consultants qui travaillent dans un contexte sensible sur le plan culturel et renforcer l'esprit qui anime cette conférence, l'esprit d'apprentissage en collaboration qui cherche à améliorer nos pratiques en participant à ce genre d'activités pour réfléchir ensemble et en partageant nos idées avec nos
partenaires et ce que je voudrais faire, c'est donner un exemple d'une méthodologie que nous avons appliquée au Conseil de l'Ontario. Et et je pense que Lisa en a parlé, ça s'appelle des récits de transformation. C'est un projet de 5 ans en journalisme pour favoriser le dialogue et la compréhension des partenariats internationaux, montrer comment les organismes peuvent collaborer. De 2015 à 2019, nous avons présenté des individus, des personnes qui travaillent au Pérou, au Népal, en Tanzanie, dans les Premières Nations et ici et dans différentes communautés de l'Ontario en partenariat et solidarité avec nos partenaires. Nous avons présenté ces récits sur une plateforme virtuelle et nous avons aussi des copies imprimées. Là, on peut faire des expositions pour apprendre des efforts qui se font pour une planète équitable et nous espérons que ces récits de transformation aident à parler de ce qu'est qu'un partenariat authentique et éclaire la résilience humaine et la possibilité de changement. Nous avons fonder cela sur les principes d'Istanbul pour le développement efficace qui comprend le droit de la personne, l'égalité de genre, faciliter l'autonomisation des personnes. Vous verrez cela dans l'exposition et nous avons tenu une conférence, un congrès annuel, des interviews régulières et des ententes de partenariat. Et dans ces ententes de partenariat, nous expliquons ce que sont nos objectifs, nos responsabilités, comment collaborer, comment utiliser, par exemple, bon, les photos et par cette documentation est fournie. Nous faisons des consultations sur la justesse de la représentation des personnes au niveau de la production des exhibits, au niveau du lancement. Et je termine en disant que ce que nous avons pu apprendre et le soin qu'il faut aborder à l'éthique, c'est d'abord le respect des politiques de protection de l'enfance de nos organisations partenaires, le processus pour obtenir le consentement pour ces exhibitions, de respecter les changements ou l'évolution de nos membres et des partenariats de nos membres au fil du temps, parce que vous pouvez le comprendre, pendant 5 ans, les choses ont changé et les organisations sont des PMO et elles n'ont pas nécessairement la capacité de se maintenir très longtemps. Il y a aussi des problèmes sur l'utilisation des des photographies entre les partenariats, ce qui suppose qu'on sache respecter les droits. Il y a notre propre capacité de participer et de nous engager à long terme comme partenaires. J'espère que cela vous donne une vue d'ensemble et je terminerai en disant que le document auquel nous travaillons, nous espérons pouvoir vous le communiquer au printemps et nous pourrons à ce moment-là en discuter plus en détail. Merci, Kimberly. C'était un très bon Euh, ensemble sur plusieurs des enjeux donc éthiques liés à l'engagement du public et nous avons hâte de voir les fruits de votre travail ce printemps. J'aimerais inviter Eric Pocasangre de prendre la parole maintenant. Eric? Hello, thank you, Nancy. Merci Nancy, je m'appelle Eric Pocasangre, je suis le directeur de l'association Ser Niña, c'est une ONG du Guatemala. Alors, nous avons formé une alliance avec nos partenaires PMO, donc Canadian Communitarian, et notre mission chez Ser Niña, c'est de mettre un terme à l'inégalité de genre en favorisant l'engagement des jeunes au Guatemala. Nous le faisons par des programmes parascolaires pour prévenir la violence, pour faire de l'enseignement aussi sur les droits de la personne et les droits génésiques et en développant la confiance en soi des enfants et des jeunes. En 2020, nous avons lancé une campagne novatrice qui est controversée, qui est interpellante pour favoriser un engagement du public éthique dans le domaine du marketing et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Ce que nous faisons au
Guatemala, dans le cadre de notre mission, c'est de lutter contre la violence sexuelle, la traite des personnes et nous savons que c'est un problème concret. Le fait d'utiliser des photos d'enfants augmente le risque d'exploitation sexuelle et de traite des personnes. Nous l'avons vu parce que la plupart des prédateurs cherchent les enfants ou les jeunes à travers les médias sociaux ou à travers les pratiques de marketing des ONG. Alors, nous l'avons vu au Guatemala et c'est pourquoi nous avons lancé cette initiative à partir de la situation chez nous. Nous pouvons voir qu'il y a plus de 10 000 cas de traite des personnes de façon sexuelle qui sont rapportés chaque année. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'au moins 6 000 concernent des enfants et des jeunes et 50 des victimes ont été localisées ou identifiées et capturées à travers les réseaux sociaux et à travers des pratiques de marketing. Alors, nous avons discuté de différentes pratiques avec des ONG partenaires et nous avons vu que ça n'était pas suffisant parce que ce n'est pas simplement le fait que vous publiez l'information précise de l'enfant, mais si vous donnez aussi une photo, simplement une photo, c'est un point de départ suffisant pour qu'un trafiquant recueille de l'information pour localiser l'enfant et les capturer. Alors, c'est particulièrement vrai dans deux de nos collectivités. Les gens ont commencé à être plus vigilants, ils se sont regroupés et ont assuré donc une surveillance des gens qui n'appartenaient pas à la communauté parce que le risque était vraiment très élevé. Alors, ils ont pris sur eux donc de protéger leur communauté. Dans une autre collectivité, à travers le site web de notre partenaire du monde scolaire, il y a eu un cas où un trafiquant donc a pris contact avec une petite fille parce qu'il avait vu la photo de cette fille sur le site web de notre partenaire. Alors, ce sont là des exemples fondamentaux, des exemples de base d'un énorme problème qui se pose au Guatemala et qui fait partie de notre quotidien. J'aimerais vous dire que ce que nous avons trouvé en travaillant au Guatemala, c'est que il fallait prendre des mesures plus précises pour euh, faire en sorte d'éliminer les risques pour les enfants. Et c'est pourquoi nous avons créé une politique institutionnelle qui dit qu'on n'affiche pas de photos de visage d'enfants et dans aucune circonstance, parce que cela risque d'ouvrir la voie donc aux trafiquants. Très souvent, ils étudient les médias sociaux, ils étudient aussi ce que nous faisons comme marketing et ils y cherchent des façons d'avoir accès à des victimes de la traite des personnes. Il est très important de bien voir que au Guatemala, c'est certainement une des menaces les plus graves qui se posent. So, if we go to the other slide, please. I want to talk specifically of what J'aimerais parler de ce que nous avons fait, nous, pour euh, corriger la situation dans notre pays. Nous avons lancé une campagne en collaboration avec l'agence du gouvernement qui s'appelle SVET. Donc, c'est l'agence gouvernementale qui s'attaque aux crimes d'exploitation sexuelle et de traite des personnes. Nous avons lancé cette campagne parce que nous voulions obtenir des changements. En fait, nous nous demandions ce que nous pouvions faire pour accroître la sécurité de nos enfants et ce que nous ne voulions pas, bien sûr, mettre leurs photos, ne pas publier d'informations personnelles les concernant sur le site web, mais c'est un défi parce que tout le monde n'était pas disposé à accepter cela.
Alors, en voyant le travail que nous faisons sur le terrain, donc avec seulement des paysages sans visage, alors nous avons vraiment dû lancer une discussion pour sensibiliser les partenaires et pour voir aussi qui pourrait nous appuyer pour faire que cette campagne soit déployée au niveau national, parce que nous ne sommes pas la seule institution qui travaille pour les enfants. Alors, avec cette agence gouvernementale, nous avons eu une excellente collaboration et nous avons lancé une vidéo qui a pu être diffusée dans tout le pays pour expliquer ce que sont les problèmes et les risques. Et nous avons organisé un webinaire public avec différentes ONG locales et quelques ONG internationales pour parler ouvertement de ce problème. Et à Cerniña, nous avons essayé de faire pression tous les jours, donc ces initiatives pour que ces changements deviennent réalité. Nous voyons que chaque jour, nous pouvons susciter ces changements pour protéger nos enfants et mieux respecter les principes et les valeurs de nos organisations. Et pour conclure, nous pouvons peut-être passer à la dernière diapo. J'espère que vous suivez mon anglais. This is something that we have been working on. If you see the pictures, C'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé. Si vous voyez les photos, ce sont des exemples de comment on travaille, partage le travail. Des fois, il y a des défis parce que vous voyez les photos, on ne se sert pas, on n'utilise pas les visages. Et nous nous sentons emballés, reconnaissants d'avoir eu à travailler dans ces solutions parce qu'on voit, vous voyez les résultats, on voit les résultats en le travail avec les enfants et avec les jeunes. Quand ils disent qu'ils se sentent plus en sécurité et qu'ils peuvent ils peuvent d'abord concentrer sur ce qu'ils apprennent et sur ce qu'ils veulent apprendre, et leur famille aussi. Ils sont reconnaissants que nous prenons, ils sont reconnaissants que nous prenons ça en ligne de compte. Tout le monde, les enfants, vont accepter les photos. On prend des photos de ces gens-là parce qu'ils savent que les ONG ont besoin d'avoir, quand on cherche de plus de fonds, il faut rendre ça plus personnel. Mais on ne nous pose pas des questions maintenant parce qu'on voit qu'ils sont reconnaissants que nous cherchons à protéger leur vie privée et d'avoir accès à leur vie. Et nous pensons que peut-être que ça va être une autre vie, une autre approche que nous pourrons utiliser à la conversation, basée sur ce que le personnel local pensait que c'était mieux de faire. Ça nous aide, ça peut aider pour que le monde puisse poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Et ça va être bon pour nous, mais aussi, nous parlons à partir d'un contexte communautaire pour dire que nous cherchons à faire de notre mieux et que surtout pour partager les meilleures pratiques dans la vie quotidienne. Merci. C'est tout ce que je voulais vous dire. Muchas gracias, Eric. Ça a été quand même une intervention de façon innovatrice pour montrer la responsabilité, mais aussi la sécurité et dans le travail que vous cherchiez à faire. Amélie Nguyen du CISO de faire sa présentation. Alors, Amélie, à toi le plancher. Bonjour tout le monde, je vais faire ma présentation en français. Alors, si vous voulez choisir votre interprétation, je vous invite à le faire au bas de l'écran. Donc, le Centre international de solidarité ouvrière, c'est un réseau intersyndical de solidarité internationale dont le mandat est de renforcer la solidarité entre travailleuses-travailleurs du Québec et d'ailleurs dans le monde en favorisant une meilleure compréhension des dynamiques mondiales, en gros du système économique mondial
pour prôner un monde plus juste, plus démocratique, plus respectueux des droits. Donc, on peut passer à la prochaine slide. Oui, voilà. Donc, je vais vous parler d'une campagne qui s'est intitulée « Les travailleuses domestiques ont des droits », qui a été faite par le CISO, mais aussi avec une grande coalition d'organisations de la société civile et syndicale. Je pense que l'un des aspects cruciaux qui a mené au succès de la campagne, c'est qu'on a bien choisi le thème. Donc, on a demandé la ratification de la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail. Donc, de un, c'est un texte de droits humains, de défense des droits des travailleuses et travailleurs, qui avait aussi été appuyé déjà par plusieurs membres syndicaux du CISO, plusieurs groupes de la société civile, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Donc, ça en faisait un outil particulièrement précieux pour favoriser un changement social autour de cette question. Le fait aussi de choisir ce thème permettait de contribuer à défendre les droits de certaines travailleuses migrantes les plus vulnérables, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, qui vivent une situation totalement inacceptable. Puis donc, ça représente un visage local d'injustice globale et ça permet donc, dans ce sens-là, de mettre de l'avant ce système économique et la division internationale du travail qu'on souhaite faire comprendre à nos membres. Donc, d'une part, on voulait rendre visible cette question-là aussi dans une approche intersectionnelle parce qu'il y a de la discrimination en termes de genre, de la discrimination raciale et de la discrimination par rapport à l'origine sociale, par rapport à la classe sociale de ces travailleuses-là, dont le travail n'est pas du tout reconnu. Puis d'autre part, on voulait faire rayonner, faire résonner leurs revendications sans leur ajouter une tâche additionnelle, parce que c'était une de leurs demandes aussi, là, cette ratification-là, mais aussi les dispositions représentaient leurs revendications antérieures parce qu'il y a plusieurs obstacles structurels qui ne leur permettent pas, elles, en termes de nombre, en termes de temps à cause de leur emploi à cause de du temps qu'elles consacrent au travail, en termes d'accès à des réseaux pour faire rayonner ce message-là, ou même en termes de peur, parce que la plupart de ces travailleuses-là sont migrantes, des femmes migrantes, donc extrêmement vulnérables et qui craignent souvent de se faire déporter. Donc, c'était un aspect important là, du choix de cette thématique-là. Puis, un autre aspect par rapport à l'éthique, ça a été de choisir d'impliquer dès le départ des groupes qui portaient ces revendications-là et qui défendaient les droits des travailleuses domestiques. Donc, on a créé un comité de coordination qui incluait notamment PINAI, une association de défense des droits des travailleuses domestiques des Philippines, l'Association pour la défense des droits du personnel domestique, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, femmes de diverses origines, et donc plusieurs autres groupes aussi qui défendaient directement les droits. Bien, le Comité québécois Femmes et développement de la COSI était là aussi. On a eu des alliés aussi du milieu académique qui connaissaient très bien cette question. Puis d'impliquer au quotidien ces personnes-là dans le comité de coordination, ça impliquait aussi pour nous de s'adapter autant en termes d'horaire, donc permettre parfois des réunions le soir parce que les travailleuses domestiques ne sont pas nécessairement disponibles pendant la journée. Puis aussi adopter le français et l'anglais comme langue de travail parce que, comme je le disais, la langue est souvent un obstacle à leur implication. Puis je mets beaucoup l'accent sur ce point-là parce que ça a été pour nous garant pour le reste du processus de la validité éthique à plusieurs égards parce que ça a été notre lieu de rétroaction, de réflexion sur la campagne. Si des termes, le vocabulaire n'était pas approprié, en tout cas, on validait plusieurs choses avec les travailleuses domestiques elles-mêmes à ce moment-là. Puis ça faisait aussi qu'on contribuait aussi à ce qu'elles-mêmes soient des actrices de changement et de défense de leurs droits dans le cadre de la campagne. Voilà, il y a aussi une question d'attitude simplement. Donc, je pense qu'on a fait preuve, en tout cas, on a essayé de faire preuve d'empathie, d'écoute, de doute. On s'est remis en question plusieurs fois ensemble. Puis il y a aussi l'idée d'être humble, de laisser la place à la voix de ces femmes-là qui défendent leurs droits.
Puis donc, cette campagne-là avait des volets multiples, que ce soit de la recherche, de la sensibilisation, de l'éducation, de la mobilisation et du plaidoyer. Donc, l'approche à multiniveau, je pense, en a fait aussi un succès. On peut changer de diapo. Donc, c'est ça. Ben, j'ai déjà parlé de la planification. Là, ici, on voit les fiches. On a mis beaucoup de temps à documenter la situation parce qu'on trouvait que ça permettait aussi, pour être plus outillé, puis outiller nos bases sur ces questions-là, mais aussi parce que ça permettait de faire des liens entre l'ici et l'ailleurs sur les droits des travailleuses domestiques. Donc, la première fiche, c'était sur la Convention 189, la seconde sur la situation en Amérique latine, au Moyen-Orient, puis au Québec et au Canada. Puis donc, ça permettait aussi de donner la place aux témoignages de nos partenaires, notamment au Mexique. On est en lien aussi avec un groupe qui défend les droits des travailleuses domestiques là-bas. Vous pouvez changer encore la diapo. Donc, c'est sûr qu'en termes de tout ça était super important au niveau de la planification, mais en termes d'accessibilité peut-être de ce changement, ça signifie aussi d'atteindre une plus grande masse d'appui pour favoriser que ce soit la ratification de la Convention ou encore une plus grande prise de conscience par rapport à la situation de ces travailleuses. Donc, on avait plusieurs outils de mobilisation, que ce soit la pétition sur le site du Parlement du Canada, des guides de plaidoyer pour les groupes, une page qui expliquait la campagne sur le site du CISO, des lettres de mobilisation pour les individus, des lettres de plaidoyer que les groupes pouvaient appuyer. Puis donc, c'est ça, plusieurs outils des médias sociaux, etc. Puis on a aussi vraiment multiplié les formats d'engagement du public pour rejoindre différents publics à différents endroits. On a adopté aussi une approche opportuniste dans le sens où on prenait avantage des rassemblements préexistants comme des congrès syndicaux pour aller parler de la situation, des kiosques, des manifestations, on a laissé des feuillets dans les cafés, dans les milieux d'éducation, que ce soit au cégep, à l'université. Donc, ça a demandé quand même beaucoup d'efforts de notre part pour une petite organisation. Mais je pense que le fait que c'était une cause, disons, juste, a permis aussi de mobiliser des militants qui ont cru que c'était une cause importante à porter, même de manière volontaire. Puis, à travers toutes ces activités, conférences, etc., on a quand même tenté le plus possible de faire entendre la voix des travailleuses domestiques. On a fait plusieurs approches auprès des médias, puis je pense qu'en termes de visibilité médiatique, on a quand même atteint certains objectifs. Là, je pense qu'il y avait 6,5 millions, c'est sûr que c'est les chiffres des médias, là, mais de personnes rejointes. Donc, juste en termes de visibiliser cette question-là, je pense que c'est quand même important comme impact. Là, vous voyez, c'est ça, ces différents événements là, que vous voyez là, sur les photos. Là, je ne vais pas entrer dans les détails. On peut passer à la dernière diapo. Puis donc, il y avait aussi des actions de plaidoyer qui ont été mises en place là, auprès du Parlement. Ça, c'est le dépôt de la pétition avec l'appui de différentes organisations, les organisations que j'ai mentionnées plus tôt. Puis c'est ça, finalement, on a su que même à l'interne, le gouvernement avait commencé à discuter de la possibilité de ratifier la Convention 189 de l'OIT grâce à diverses pressions. On a eu plusieurs lettres avec l'appui de plusieurs présidences syndicales au Québec et au Canada, des lettres populaires. Il y avait 5000 signatures à la pétition. Puis je pense, là, pour conclure, parce que je vois que le temps file, je pense qu'un des aspects les plus durables, là, outre les résultats concrets sur l'éducation, c'est vraiment les liens de confiance, d'amitié, de solidarité avec les différents groupes. Il y a 65 groupes de tous acabits, de divers secteurs qui ont appuyé femmes, syndicats, chômeurs, groupes de travailleurs migrants, etc. Donc, au Québec et au Canada, dans différentes régions avec lesquelles on garde des liens
de solidarité et les alliances se poursuivent maintenant encore. Puis je pense qu'un des gains aussi, c'est que le ciseau a été un peu aussi changé par cette campagne-là, dans le sens où ça a permis de cristalliser cet ancrage local sur l'appui aux luttes migrantes, qui permet aussi de questionner les rapports nord-sud, puis de créer une réciprocité plus grande là, entre groupes partenaires. Merci. Merci, Amélie. C'est effectivement une campagne très inspirante et je pense que c'est un exemple très intéressant du plaidoyer et des considérations éthiques à avoir en tête quand on fait des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer. Merci aux 3 panélistes pour ces angles différents aux enjeux éthiques en lien avec l'éducation du public.